Si Rome ne s'est pas fait un jour, Paris non plus. Et pour notre plus grand plaisir, puisque la capitale imprime différentes époques et différents styles. La chapelle des Invalides, œuvre d'une beauté inouïe caractérisée par son dôme fait d'or, participe grandement à la beauté renversante de la capitale. Et ce n'est pas la seule. Si le nom de Jules Ardouin vous effleure à peine l'esprit, c'est normal. Pour autant, ce prodige issu d'une famille de constructeurs est une des plus grandes figures, si ce n'est peut-être la plus grande, du paysage architectural français. Bon, vous l'avez compris, Jules Ardouin étudie l'architecture. Ou du moins, il s'y passionne. Dans un Paris l'époque en pleine transformation, beaucoup d'hôtels particuliers se créent. Des églises se bâtissent et des agrandissements urbains sont opérés. Bref, les chantiers sont omniprésents dans la capitale. Lui ne suit aucune formation académique formelle. Non. Son apprentissage passe essentiellement par la pratique, par l'observation des chantiers ou encore le compagnonnage. C'est à l'époque le moyen le plus commun pour apprendre un métier. S'entourer d'une communauté de compagnons afin d'apprendre ensemble grâce à l'enseigne de certaines techniques professionnelles. Son père, Raphaël Ardouin, est un peintre ordinaire du roi. Il n'est pas reconnu, mais il appartient quand même déjà au milieu des artistes qui travaillent pour la cour. Ce qui permet à Jules d'accéder aux ateliers royaux et aux chantiers importants, là où travaille un certain Libéral Bruant. Libéral Bruant, c'est un architecte du roi. Ce n'est pas un grand théoricien ou académicien de l'architecture. En fait, on le considère surtout comme un homme pragmatique, qui se distingue par sa grande compréhension des contraintes techniques et budgétaires des chantiers. Il est rapide, efficace, et sait parfaitement transformer des idées en quelque chose de concret. C'est exactement ce que Louis XIV recherche. D'ailleurs, en 1661, Louis XIV vise grand. Dans son bureau, au Palais du Louvre, après le décès du cardinal Mazarin, son principal ministre et son mentor politique, il décide de gouverner seul, sans principal ministre. Il veut tout voir, tout contrôler, et est prêt à faire des journées interminables à tel point qu'il travaille des fois 15 à 16 heures par jour. Les historiens se rassemblent plutôt pour dire que ce n'est pas un roi tyran, mais plutôt un roi convaincu que son rôle est de perpétuer la grandeur du pays. Ce qui est sûr, c'est que Louis XIV, lui, c'est la gloire qui l'intéresse. Une gloire éternelle. Il sait aussi que la gloire passe par l'émerveillement et par la séduction du peuple. À ce moment-là, il est justement en train de réaliser une pièce de théâtre monumentale. Ou du moins, il la prépare pour le moment. Il commence des travaux au château de Versailles, un petit château de chasse qui appartenait à son père Louis XIII. Il engage Levaux, un architecte, et le nôtre, un jardinier, pour créer plutôt un lieu de divertissement. Mais bon, revenons à notre Jules Ardouin. Ardouin, il commence à travailler sous l'aile de Libéral Bruant. Je rappelle que c'est un architecte du roi, il l'assiste sur les chantiers, travaille dans son atelier à ses côtés, et surtout, il apprend concrètement ce qu'est l'architecture. Il apprend à lire, à produire des plans, à dialoguer avec les entrepreneurs et les administrations royales, et il se forme énormément sur une architecture de grande échelle, en assistant au chantier de l'Hôtel Royal des Invalides, par exemple, mené par Bruant en 1670. Après quelque temps, il prend une part grandissante dans la collaboration avec Libéral Bruant, et lui devient vite indispensable. C'est normal après tout, il est fiable, parfaitement capable de suivre les travaux, et de dialoguer lui-même avec les artisans. Bon, on est loin d'une relation d'admiration artistique, mais Jules respecte son aîné, et Bruant s'appuie lui sur un collaborateur efficace et discipliné. Jules rêve de créer beau et grand. Et pendant ce temps-là, son mentor vieillit, commence à être surchargé et perd progressivement la faveur royale, là où Jules s'adapte parfaitement au désir du roi. Le passage de flambeau se fait sans aucun conflit, s'exerce plutôt un glissement naturel qui met Jules au devant de la scène et lui donne alors les initiatives. On est en 1670, Jules Ardouin a 24 ans, il s'est fait la main. Il effectue maintenant différents travaux, il fait différentes commandes dans le domaine privé et rentre en contact avec une certaine Madame de Montespan. Une femme avec des cheveux abondants, clairs et surtout un esprit vif, drôle et une éloquence naturelle qui fait l'unanimité dans la cour. Elle est éclatante et Louis XIV tombe totalement sous le charme. Pendant 10 ans, elle entretient une relation avec le roi. Mais dans tout ça, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Vous connaissez les mansardes, ces pièces en général des chambres aménagées dans un comble, sous le toit, ça ne sort pas de nulle part. C'est un architecte qui l'a inventé.
Connu sous le nom de Mansart, d'où vient le mot mansarde, François Mansart, si son nom ne vous dit peut-être rien, eh bien ce n'est pas n'importe qui, étant donné qu'il a conceptualisé en travaillant pour le roi Louis XIII, la Banque de France, l'hôtel du musée Carnavalet et une flopée d'autres châteaux et hôtels particuliers. Cet homme, il s'avère que c'est le grand-oncle de Jules Hardouin. Même si les deux architectes ne travaillent presque pas directement ensemble, puisque François Mansart décède lorsque Jules a 20 ans, Jules prend du temps à être considéré comme un créateur autonome. Et même si le nom de son grand-oncle peut l'aider à se créer une image, c'est aussi un poids qui a besoin d'être enlevé, pour se libérer les traces de son grand-oncle et être reconnu pour son talent propre. Aux alentours des années 1170, Jules, qui commence sérieusement sa carrière, décide de signer ses œuvres d'abord Jules Hardouin de Mansart, puis au fur et à mesure qu'il se transforme en Jules Hardouin Mansart. Bon, c'est plutôt clair, il veut évidemment profiter de la réputation de son grand-oncle pour viser plus loin. Il a du talent, il sait gérer des gros chantiers, et il sait plaire au roi. Et surtout, il est doué pour imaginer l'accord qui va de soi entre le beau et l'utile. Il est temps de se mesurer. Le premier grand test pour maintenant Jules Hardouin Mansart arrive à grands pas. Madame de Montespan est officiellement la favorite du roi, ils ont même 7 enfants ensemble, et il est temps d'afficher tout cela au grand jour. On a besoin d'un château pour elle. Déjà pour renforcer le prestige d'être la favorite du roi Soleil, pour recevoir dignement, et surtout pour renforcer l'image de Louis XIV. Mais attention, ce château, qui est situé à Clagny à côté de Versailles, doit absolument s'inscrire dans le système versaillais, et il ne doit pas faire concurrence au château de Versailles, le château du roi. Pour ça, on a besoin d'un architecte rapide, efficace, mais surtout qui ne menacerait personne à cause d'un style trop marqué et un désir trop plein de vouloir impressionner pour se construire une carrière. Ça, Jules l'a très bien compris. Il ne va pas donner son image au lieu à tout prix, il va rester discret, et c'est justement grâce à cette discrétion que Louis XIV le désigne officiellement en tant qu'architecte principal du château de Clagny. Clagny est un test. Soit il échoue et sa carrière s'arrête, soit il réussit et rentre définitivement dans le cercle bien fermé du roi. Il est parfaitement au courant qu'il a besoin de se retenir artistiquement, parfaitement au courant qu'il n'est pas là pour impressionner le roi, et parfaitement au courant qu'il n'aura qu'une seule chance. Il est là pour bâtir vite et bien. Il s'appuie donc sur les grands modèles du classicisme français installés par son grand-oncle, François Mansart. Sans audace risquée, c'est-à-dire un plan symétrique, le corps central souligné, les ailes latérales encadrantes, et une hiérarchie claire des espaces. Il n'y a rien d'innovant, et il satisfait pleinement les besoins de sa mission. Il lui aura fallu 5 ans, de 1675 à 1680, pour achever le château. À l'échelle du XVIIe siècle, c'est extrêmement rapide pour un édifice de ce rang. Cette création le propulse et le conduit à Versailles et au vrai pouvoir architectural. Ici, tout s'accélère. Jules Hardouin Mansart va imaginer des lieux, des édifices toujours plus extraordinaires. Il sera la voix la plus imposante du roi Soleil. Le roi est ambitieux, et Jules aussi. Le classicisme architectural français va se propager partout. Et c'est d'abord dans la capitale que Jules Hardouin Mansart va apposer sa signature. Situé à côté des travaux de son mentor, libéral bruyant, avec l'hôtel des Invalides, il crée la chapelle royale des Invalides, censée veiller sur ses soldats. Tout est fait pour mettre au devant de la scène la royauté, et en l'occurrence Louis XIV. Il vient, à travers ce bâtiment, induire une vraie relation entre Dieu et le roi. Mais tout est tacite, tout se passe dans l'architecture, et donc dans les murs. Jules Hardouin Mansart, c'est clairement l'incarnation de tout un mouvement artistique. Chez lui, tout est parfaitement maîtrisé, ordonné et surtout symétrique. Une symétrie qui traduit de l'ordre et de la stabilité. Finalement, tout ce que veut le roi. Avec une croix grecque équilibrée en base de l'église, il va à ce moment différer totalement de ce qui se fait déjà en Italie et dans toute l'Europe. Là où les églises sont toutes sans exception des rectangles longilignes, Jules Hardouin va apporter un côté royal à cette église. Royal parce qu'à l'époque, la puissance et donc la royauté est souvent expliquée comme un pouvoir ramené au centre. C'est exactement ce qu'il fait avec cet édifice, grâce à la croix grecque. Des volumes environnants clairs, une circulation lisible, et tout, absolument tout, qui converge vers le centre. C'est l'image même du pouvoir monarchique. Quand vous entrez dans cette chapelle, que vous situez au milieu de la pièce, on ne se sent pas écrasé, ni avec un sentiment de vertige de la hauteur, ni avec des murs trop exigus, ni d'ailleurs avec quoi que ce soit de démesuré. En fait, on est dans un équilibre juste, on s'éloigne totalement du baroque italien démesuré.
vertigineux, presque exagéré de Bernini ou encore Borromini, des grands architectes italiens. Ardo Mansart est en train de mettre sur le devant de la scène, aux yeux du monde entier, ce qu'est le classicisme français. Ce qui est sûr, c'est que la chapelle créée par Jules n'est pas à la hauteur de l'Hôtel des Invalides. En fait, elle est définitivement bien au-dessus. Mais ce qui vient surplomber la beauté pure de cet édifice, c'est la coupole. Il crée la coupole couleur fer, pour permettre de réfléchir la couleur du ciel, bleu pour les moins concentrés, afin de l'allier avec le doré qui forme donc les couleurs royales. Et on peut retrouver ces deux couleurs sur l'oriflamme et sur l'écusson du roi Saint-Denis à l'intérieur de la chapelle. Sur la première terrasse, on peut retrouver le tambour qui regroupe les deux premières rangées de fenêtres et de pierres, surmontées de la coupole qui constitue le dôme des Invalides. D'ailleurs, si vous voyez bien, lorsque l'on regarde précisément le dôme de l'intérieur, on aperçoit seulement une rangée de fenêtres. Pourtant, de l'extérieur, on en voit bien deux. C'est exactement grâce à cette prouesse que l'on peut un petit peu plus se rendre compte de toute l'inventivité et tout le génie de Ardo Mansart. En fait, il a conceptualisé le dôme non pas avec une coupole, mais avec deux, superposées. L'une intérieure pour préserver toute la cohérence visuelle et la stabilité dont il a besoin pour la chapelle, et l'autre à l'extérieur, pour séduire la ville et ses environnants. Mais en créant ce système, il permet d'abord d'avoir la liberté de créer quelque chose d'aussi bien cohérent à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais surtout, il permet grâce à la deuxième rangée de fenêtres d'éclairer par un jour indirect toute cette magnifique fresque créée par Charles de la Fosse, pour lui donner la luminosité nécessaire à sa perception 60 mètres plus bas. Bon, si cette église nous a permis de mieux comprendre le talent inouï de cet architecte, on est loin d'avoir tout vu. Je vous promets qu'ici le beau est très loin d'avoir fini de se créer, puisque Jules Ardo Mansart s'attaque à présent au grand spectacle du roi, à un des édifices les plus grandioses de ce monde, le château de Versailles. 357 miroirs, 30 compositions en fresque, 4 cheminées, 12 mètres de haut, 17 fenêtres, 10 mètres de large et 70 mètres de long, ce sont les caractéristiques non pas d'un château, mais de la plus grande galerie couverte d'Europe à l'époque, la Galerie des Glaces. Un attirail politique extrêmement puissant pour montrer au monde toute la puissance du roi Louis XIV. Cette galerie au départ est inexistante. Charles Le Vau, le premier architecte de Versailles, avait installé ici une terrasse ouverte qui permettait d'avoir une vue sur les jardins et de relier les appartements du roi et ceux de la reine. Si, avant son arrivée, le château est encore un château de plaisance, les travaux de Mansart font changer le visage de Versailles en une vraie capitale politique. On a besoin d'un logement massif de la cour et d'une circulation contrôlée. Ardo Mansart propose alors de supprimer cette terrasse, exposée aux intempéries et inutilisable en hiver, pour créer un axe de circulation majeur et surtout un endroit pour mettre en scène le roi. Cette galerie est destinée à accueillir les audiences, les cérémonies et les dirigeants importants de toute l'Europe. Un lieu pour montrer à tous que la France est le centre du monde politique et artistique. On y danse, on s'y montre, c'est le lieu où il faut être vu. On y organise des bals, des festins. Absolument tout le monde veut se hisser sur le premier rang des sièges, quitte à être sur les pointes des pieds afin de voir le roi. Bon, dans tout ça, il ne faut évidemment surtout pas éclipser le mérite du célèbre Charles Le Brun, le premier peintre de Louis XIV. Les fresques de la Galerie des Glaces sont absolument extraordinaires. Et même si la vidéo parle de Mansart et d'architecture, c'était impossible pour moi de vous dissimuler ces fresques éblouissantes qui participent grandement à la magnifique réussite de la Galerie des Glaces. Bon, évidemment, quand on commence sa carrière d'architecture et qu'on commence par créer la chapelle des Invalides et la Galerie des Glaces, la suite se construit plutôt logiquement. Jules Ardo Mansart devient premier architecte du roi en 1681, à l'âge de 35 ans. Il décide de tout. Il a la main sur la totalité du paysage architectural royal, dirige tous les travaux et possède l'autorité sur Versailles. Pourtant, il ne s'arrête pas là. Et il faut comprendre que Ardo Mansart veut être et va être absolument indispensable à Louis XIV. C'est lui qui va lui permettre en partie d'accéder à la gloire que le roi convoite. À créer la grande pièce monumentale dont il a besoin pour séduire le peuple. Il veut créer des bâtiments appelés à durer, pour marquer non pas son existence, mais bien l'histoire entière, pour mettre en scène le roi. Et il va le faire même très bien, puisque de 1680 à 1699, il va agrandir massivement le château en imaginant les ailes nord et sud de Versailles pour loger la cour. Il va conceptualiser une résidence royale expérimentale, la résidence privée de Louis XIV, le château de Marly-le-Roi,
avec des pavillons indépendants, ce qui en fait une création architecturale plutôt originale. Malheureusement, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Le château a été démantelé après la Révolution. Il va aussi collaborer avec André Le Nôtre, le jardinier officiel des jardins du château, afin de réaliser la magnifique orangerie de Versailles avec ses orangers, ses citronniers, ses grenadiers. Et d'ailleurs, certains orangers là-bas datent du XVIIe siècle, ce qui les dresse parmi les plus vieux d'Europe. Il va aussi ériger les grandes et petites écuries de Versailles qui d'une part accueillaient les chevaux de la guerre, les chevaux de parade et les montures utilisées pour les grandes cérémonies. Et dans les petites écuries, on y trouvait les chevaux de chasse, de promenade, les carrosses, etc. Tout ça, ça montre vraiment que même les bâtiments aux fonctions purement pratiques sont monumentalisés pour montrer la grandeur de l'État. Évidemment, il n'y a plus de chevaux aujourd'hui et on y trouve d'ailleurs à la place dans les petites écuries plus de 5000 sculptures et modèles en plâtre des œuvres de toute époque. Un lieu impressionnant, étonnant, là où les bustes des grandes personnes de l'histoire regardent les yeux des nymphes. Là où la mythologie côtoie la religion et l'histoire, un lieu énigmatique. Jules Ardant-Mansart, il ne s'arrête pas là. Il va ensuite construire le Grand Trianon, une œuvre dont il met le cœur à l'ouvrage. C'est la résidence intime de Louis XIV, avec sa galerie des marbres ouverte sur les jardins, des marbres roses qui donnent une atmosphère beaucoup plus intime, loin des pesanteurs du grand château de Versailles. Ici, le roi se promène et se repose. Il va aussi signer de sa patte 2 grandes places parisiennes, qui sont encore là aujourd'hui, dont la place des Victoires, une place presque propagandiste tellement elle est poussée à la gloire de Louis XIV, avec des façades uniformes rythmées par des pilastres et des arcades autour du seul et de l'unique, le roi Soleil, encore et toujours. Et cette fois-ci représenté triomphant, en empereur romain sur un cheval. Rien que ça, une image discrète du roi finalement. Toujours avec son style, il va imaginer la mythique place Vendôme, un plan carré avec des angles coupés. On reste sur une sensation d'équilibre, d'ordre et de géométrie parfaitement maîtrisée. Elle est aujourd'hui occupée par la colonne Vendôme, installée durant l'époque napoléonienne. Et enfin, la chapelle royale. Cette fois-ci, non pas des Invalides, mais la chapelle royale de Versailles. Jules a, je crois, quelque chose de presque divin quand il s'attaque à créer des églises, comme s'il voulait témoigner à Dieu tout son respect. Dans ce cas précis, il va ériger son dernier édifice. Le dernier édifice de toute sa carrière. C'est un pur joyau, un trésor d'architecture. Déjà, il va imaginer cette église avec un plan à 2 niveaux. Le niveau bas, fait pour accueillir la cour et le clergé, et enfin le niveau supérieur, comme posé sur ses arcades pour accueillir le roi et sa famille. L'architecture de Ardant-Mansart matérialise une fois de plus le pouvoir royal et hiérarchise le niveau social. Le roi est au-dessus et la cour est située en bas. C'est aussi le bâtiment le plus haut du château de Versailles avec 44 mètres de haut, seul Dieu pouvant s'élever au-dessus du roi. Le lieu est divin dans tous les sens du terme. Les colonnes corinthiennes supportent un plafond parsemé de fresques monumentales pour finalement arriver à la voûte peinte par différents artistes, puis le cul-de-four décoré par le même peintre que la coupole de la chapelle des Invalides, Charles de la Fosse. Et enfin, l'orgue, situé en face de l'abside de l'église, du facteur d'orgue Robert Clicquot, simplement une autre branche de la famille du Champagne bien connue, Veuve Clicquot. Sur le toit, 28 statues qui forment comme une couronne de protection. Elles sont placées sur la balustrade de la toiture. Contrairement à beaucoup d'églises françaises, les statues ne sont ni dans des niches, ni à hauteur d'homme. En fait, elles sont placées au sommet, se positionnant comme des gardiens de la chapelle. Et ce choix a été soigneusement déterminé. Les 4 évangélistes y côtoient les 12 apôtres, plus Saint Paul, les 4 pères de l'église latine, les 4 pères de l'église grecque, et enfin les 4 allégories des vertus de la monarchie déjà très chrétienne. La foi, la charité, la justice et la religion. En 1680, il est anobli par Louis XIV pour ses services. En 1699, il devient officiellement surintendant des bâtiments, en quelque sorte un ministre des Arts. Il reçoit aussi dans la même année le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel, la plus haute distinction à l'époque, et devient aussi comte de Sagone. Le 11 mai 1708, Jules Ardant-Mansart meurt à Marly-le-Roi, en laissant une empreinte significative sur la France et sur l'architecture européenne. Aujourd'hui, le progrès avance à une vitesse folle. On en perd même son contrôle. Nos techniques s'améliorent,
On est capable d'élever des pierres à plus de 100 mètres de haut, construire des tours qui chatouillent les nuages. Et pourtant, les détails importants, eux, disparaissent, petit à petit. Les détails qui font la différence, qui rajoutent une humeur à un mur, qui tracent les esquisses souriantes d'un visage, les détails qui ont de l'importance. Ces mêmes détails qui, lorsque vous rentrez dans Notre-Dame, vous font des frissons sur la peau, qui vous font lever les yeux au ciel, qui vous font regarder le plafond, vous font retourner et qui vous font prendre le temps d'observer. Et surtout, qui vous font vivre, qui vous poussent à créer et qui vous font sentir exister. Jour après jour, les murs se lissent, les émotions, elles, se ternissent. Pourtant, on est plus que jamais capable de créer les plus belles choses que l'on n'a jamais créées. Le beau devient presque un luxe auquel on ne s'y attarde plus. La beauté, avant, que l'on retrouvait partout, s'efface. De nos terres, puis de nos pierres, et bientôt de nos mémoires. Le travail de nos aïeux est là, alors certes on ne l'a pas construit en 10 jours, ni en 100, on a pris du temps, ensemble, mais un temps nécessaire, un temps qu'il faut respecter, un temps irréductible qu'on ne peut pas accélérer pour créer de belles choses. Comme je l'ai déjà dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Le temps et l'effort fait partie intégrante du beau, à ce qui reste et surtout à ce qui nous émeut. Le fonctionnel ne doit pas effacer le beau, il doit l'accouder. Et ce qui nous fait suer aujourd'hui nous fera peut-être pleurer demain.